Bienvenue. Le livre qui va alimenter nos pensées aujourd'hui s'intitule « La franc-maçonnerie est-elle juive ou anglaise ?» de Max Dzumick, écrit en 1906. Nul besoin de vous éclairer sur les thèmes contenus dans l'ouvrage puisque tout est dans le titre. Arrêtons-nous un instant sur Max Dzumick qui mérite un hommage. En effet, c'est pas le genre d'homme à poser un genou au sol devant quiconque. Il est mort durant la Première Guerre mondiale en 1914, lui qui voulut servir son pays à 52 ans. Il désirait absolument s'engager et combattre. La fin du 19e siècle, en effet, et le début du 20e constituent une période généreuse en écrits intéressants. La pensée catholique y était encore vivace, active, sûre d'elle-même. Un autre monde, quoi. Max Dzumick était lui-même catholique, anti-franc-maçon, un pléonasme. Il était architecte et eut la particularité d'être directeur du département architecture de l'École polytechnique de Montréal. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. Alors pour répondre à la question tant attendue, l'auteur s'arme d'une méthode bien précise. Il prend les 3 événements les plus marquants de l'histoire contemporaine de la France et qui impliquent la franc-maçonnerie. Il les analyse, il les décortique et il regarde à qui a profité le crime à chaque fois, ou alors qui en est le commanditaire. Les 3 événements sont la création de la franc-maçonnerie, la révolution de 1789 et l'affaire Dreyfus. Très rapidement, la création de la franc-maçonnerie. Alors Max Dzumick part d'un postulat indémontable, indéniable pour étayer sa thèse. La franc-maçonnerie est, par essence, par naissance, à sa base, anti-catholique. D'accord ? Et de la même façon, les Anglais et les Juifs le sont aussi. Donc, qui des deux sont à l'origine de la franc-maçonnerie ? Eh bien, voici son premier avis. Il dit que les Juifs ne possédaient pas au XVIIe siècle la puissance nécessaire, la force de frappe politique pour créer des loges. En revanche, il dit que partout, les Anglais fondent, soutiennent, financent et exportent les loges maçonniques. Concernant la Révolution, 1789, au sujet de la préparation. Donc, la préparation, elle n'est faite que par des nobles qui sont dans les loges et qui ne sont pas manipulés. Elle est faite aussi par des prêtres comme Talleyrand ou Sieyès. Il n'y a aucun juif. Les francs-maçons savaient que les juifs conspiraient, alors ils les éloignaient. Parlons de la réalisation. Qui fit la Révolution ? Des hommes soumis aux Anglais comme le duc d'Orléans, un anglolâtre convaincu, Mirabeau, qui veut soumettre la France à la politique de l'Angleterre via Talleyrand et Brunswick. Et c'est aussi le club des Jacobins, qui est un copier-coller d'une société anglaise nommée la Société des Amis de la Constitution. D'aucuns rétorqueront que Mirabeau, par exemple, eut des mots bienveillants à l'égard des Juifs. Certes, mais ceci est arrangé du côté de la mièvrerie typique franc-maçonne. Exemple, on peut avoir des révolutionnaires maçons qui ont toujours eu des paroles complaisantes envers les Noirs, sans que l'on soupçonne ces derniers de fomenter la révolution. D'accord ? C'est ce que précise Dzumick. Maintenant, après la préparation de la révolution de 1789, après la réalisation, regardons à qui a profité le crime. Alors, à qui a profité donc cette révolution ? Eh bien, pas aux Juifs, nous clame Max Dzumick. En revanche, remettons-nous dans le contexte de l'époque et apprécions le fait que la marine française domine le monde sous Louis XVI, plus puissante que l'Angleterre, dont cela a toujours été la force. La France domine l'Angleterre donc sur les mers en Inde, ou bien aux révolutions à partir de la révolution des États-Unis par exemple. Et si la France aide la Hollande à retrouver sa marine, c'en sera fini de l'Angleterre. Seulement, avec les sociétés secrètes anglaises, la marine française sera sabotée et même détruite en quelques années. Alors, ralentissons un petit peu et parlons maintenant de l'affaire Dreyfus, le 3e événement. Quant à la préparation, le dreyfusisme, dès son origine, procure une véritable frénésie, une folie furieuse dans les milieux anglo-saxons, dans la presse. D'autre part, au moment où l'affaire de la mort du juif Reinhard est lancée, tous les papiers de Panama sont dans les mains des Anglais. Il faut savoir que l'affaire Dreyfus arrive à un moment où il y a une sorte de crise financière colossale. Peut-être c'était une volonté de masquer cela.
Toute référence à quelque chose qui est contemporain ou actuel ne serait que fortuite. Le bénéfice. À qui profite l'affaire Dreyfus? Posons-nous la question. Regardons les Juifs. Est-ce que ça a profité aux Juifs? Eh bien, les Juifs, selon Max Doumic, n'ont tiré aucun bénéfice de l'affaire Dreyfus. Au contraire même, ils sont généralement aristocrates, ils dominent la France financièrement. S'ils médiatisent l'affaire, en y incorporant les socialistes révolutionnaires occupés généralement à bouffer du curé, à ce moment-là, ils risquent de braquer les lumières sur eux-mêmes. C'est pas faux, ça. Autre argument, un autre juif espion avait été arrêté avant Dreyfus sans que cela ne fasse autant de vagues. Maintenant, est-ce que cela aurait profité aux Anglais? Alors côté anglais, c'est une toute autre histoire. Les Anglais ont besoin, à cette époque, d'une puissance militaire alliée dominante sur le continent pour contrebalancer la puissance française. Cette puissance, c'est la Prusse, qui jouait ce rôle à travers l'initiation de Frédéric II à la franc-maçonnerie. La triple alliance s'est donc créée: Angleterre, Prusse, franc-maçonnerie, triple alliance réalisée contre la France. Seulement l'Allemagne commence à s'industrialiser et elle fait montre de désir de développer sa propre marine, ce qui déplaît évidemment aux Anglais, dominateurs. Les Anglais, qui lorgnent sur l'Afrique de l'Est et plus précisément sur l'Égypte, tout homme politique français d'ailleurs à cette époque qui émettait l'idée au sein du gouvernement français par exemple d'une éventuelle conquête de l'Égypte était expédié, dégagé, on lui mettait un coup de chausson par les loges maçonniques proches de Clémenceau, homme encore des Anglais. Cependant, un Français se dresse contre le projet anglais, un Français d'ailleurs totalement méconnu de notre histoire. C'est quand même fou quand on étudie l'histoire française de voir à quel point, petite parenthèse, pardonnez-moi, de voir à quel point les Français intéressants, brillants, intelligents ne nous sont pas connus. C'est le colonel Marchand. Ce gars-là, il va en Égypte, il plante le drapeau tricolore à Fashoda, et sur ce coup, la France est alliée à la Russie et à l'Allemagne. Les plans anglais sont sérieusement mis à mal. En surmédiatisant donc l'affaire Dreyfus, en activant ses sociétés secrètes pour donner l'écho à cette affaire, l'Angleterre en tirera deux bénéfices majeurs. Le premier, cette actualité permettra de noyer l'expédition de Marchand en Égypte, au lieu de lui donner toute la médiatisation pour glorifier la France et enterrer le projet anglais. Et le deuxième bénéfice, c'est qu'avec l'affaire Dreyfus, se crée une brouille France-Allemagne. Résultat final, les Anglais prennent l'Égypte, mais aussi Terre-Neuve en Amérique du Nord. Max Doumic va nous ajouter d'autres preuves de la franc-maçonnerie qui seraient plus anglaises que juives. Il dit par exemple que la franc-maçonnerie a toujours été contre la papauté, ça nous le savions. Pourtant les juifs à travers l'histoire ont toujours été protégés par les papes, les exemples pullulent. Il existe même, lors de la prise de possession du pape, une cérémonie réservée aux juifs. Ceux qui, depuis la réforme, haïssent la papauté, ce sont les Anglais. D'où vient d'ailleurs la réforme? D'où viennent d'ailleurs les idées de Luther? Eh bien, elles viennent d'une doctrine issue des Hussites, dont l'une des caractéristiques fondamentales est d'être anti-papal, en inspiration directe de John Wycliffe. Au moment d'Henri VIII, l'Angleterre entière, la nation anglaise, s'unit sous l'égide de l'anticatholicisme. L'alliance franc-maçonnerie-juive se réalisera plus tard, au XIXe siècle, avec les Rothschild et ses 5 fils. Conclusion. Partout, la franc-maçonnerie sert les intérêts anglais. En France, en Italie, en Prusse, en Russie. Le but ultime, il est de dégager le pape de Rome, le déloger et l'installer ailleurs. Souvent les Anglais parlaient de Malte. Pour que le pape prône une politique pacifique servant les intérêts uniques anglais. Allons maintenant, au-delà du livre, tâchons de lui apporter une humble plus-value. Alors Max Doumic, nous l'avons vu, tire sa conclusion et il dit que les Anglais et non les Juifs furent les principaux bénéficiaires de la franc-maçonnerie. Ces arguments sont implacables.
Cependant, car il y a un gros cependant, nous ne sommes pas du même avis du tout. Et c'est ce que nous allons démontrer en reprenant un à un les 3 événements développés, la création de la franc-maçonnerie, la Révolution française et l'affaire Dreyfus. Avant toute chose, 2 petites remarques. La première, c'est la question posée par le livre, et nous aurions pu l'évoquer en introduction déjà. La franc-maçonnerie est-elle juive ou anglaise? À nos oreilles, ça sonne un peu « la franc-maçonnerie est-elle juive ou juive ?» Car tout catholique qui se respecte, tout catholique qui devient protestant fait un pas vers le judaïsme, disait Alexandre Weil. Les protestants sont même des demi-juifs, on peut dire. Le protestantisme pour le catholique, c'est un peu le péage obligatoire sur l'autoroute direction judaïsme. Doumic manquait certainement de recul. La deuxième remarque concerne le concept de vérité, car il y a 2 vérités. Il y a la vérité humaine, ponctuelle, court-termiste, matérielle, et Doumic démontre que dans cette petite vérité-là, les Anglais ont créé, manipulé et bénéficié de la franc-maçonnerie. Et il y a la vérité avec un grand V, inscrite sur le long terme. Celle où s'oppose la tournure d'esprit catholique avec la tournure d'esprit juive. Et là, la franc-maçonnerie a bénéficié indéniablement à ces derniers. Alors, concernant la création de la franc-maçonnerie, gros dossier que nous allons aborder en tâchant d'être concis. Les liens entre les juifs et la franc-maçonnerie pullulent. Nous allons vous les classer thématiquement. Premièrement, les liens, disons, pratiques. Il faut savoir que les francs-maçons et les juifs ont le même calendrier. Ils font partir le commencement de l'année en mars. Le calendrier hébreu est parfois utilisé dans toute sa rigueur. Autre fait, la franc-maçonnerie utilise avec générosité l'hébreu. Exemple, le mot de passe du rite français est Jakin Tubalcain, qui est le nom d'une des colonnes du temple de Salomon. Le grade de maître aussi du rite français a pris Giblim comme mot de passe, qui fait référence aux Ghibliens, c'est-à-dire les initiés, les tailleurs de pierre pour la construction du temple. Plus d'autres mots de passe utilisés dans les obédiences écossaises. On a aussi les liens dans l'organisation. Par exemple, l'Alliance israélite universelle et la franc-maçonnerie ne formaient qu'une seule et même société. Crémieux, le fondateur, l'homme du décret Crémieux, le bien connu, disait que cette association israélite était nécessaire pour relever en France la franc-maçonnerie qui avait perdu sa vigueur. On a aussi des liens dans les moyens d'action. Par exemple, la franc-maçonnerie et la communauté juive ont le même fonctionnement interne, des autorités supraterritoriales qui distillent des ordres aux représentants locaux disséminés, placés sous leur obédience. La franc-maçonnerie et la communauté juive désirent aussi maîtriser la communication, maintenant en prenant possession de la presse, de la télé, d'Internet aujourd'hui. La franc-maçonnerie et la communauté juive ont aussi le même appétit pour l'argent, sans frein moral. Exemple, en 1875, en Prusse, sur 642 banquiers, 550 étaient juifs et francs-maçons. Autre fait, la franc-maçonnerie et la communauté juive cultivent l'esprit de coterie, influencer les pouvoirs goy pour imposer leurs idées. Nous avons aussi des liens dans les objectifs, c'est-à-dire que les francs-maçons et les juifs suivent les mêmes objectifs. Par exemple, l'avortement, qui est un sujet ô combien défendu par les francs-maçons. L'avortement trouve un allié dans le Talmud, qui considère comme simplement de l'eau un embryon de moins de 40 jours. Le Talmud aussi et la franc-maçonnerie divisent l'espèce humaine en 2 races distinctes. Celle descendant d'Adam et Ève, grossière et méchante, et celle descendant de l'ange Iblis ou Lucifer, bonne et douée, et qui adore l'ormus. Autre fait, la destruction de la famille est aussi un point commun entre la franc-maçonnerie et les juifs. C'est un même but poursuivi. D'accord ? Les moyens utilisés sont légion. Ils ne peuvent pas tous être évoqués si vous le connaissez, si vous maîtrisez un petit peu certains concepts. L'indifférenciation est peut-être le premier qui nous vient en tête. Le féminisme, toutes les luttes qui sont horizontales.
Enfin, on a aussi des liens entre la franc-maçonnerie et le judaïsme. Par exemple, la Kabbale. Nous vous renvoyons ici à notre vidéo « Les Juifs et le Talmud » de Flavien Brenier. Nous allons en reparler encore plus tard. La Kabbale est évidemment le dénominateur commun entre juifs et francs-maçons. Seuls les initiés, un petit groupe d'élus, ont accès au savoir. La gnose, nous en parlerons dans un prochain livre, donc la gnose, c'est le salut par la science et non plus le salut par la foi pour un petit groupe d'initiés. Aussi, selon les talmudistes d'ailleurs, Jésus, lorsqu'il pénétra dans le Saint des Saints, c'est-à-dire là où la parole est cachée, écoutez bien, c'est très important et c'est très peu su ça. Donc Jésus, selon les talmudistes, Jésus, lorsqu'il pénétra dans le Saint des Saints, les talmudistes en trouvèrent une explication. Et ils dirent que Jésus, lorsqu'il pénétra dans le Saint des Saints, c'est-à-dire là où la parole est cachée, il fit une incision dans sa cuisse pour y récupérer une partie de cette puissance vertu qui se trouvait dans le Saint des Saints. Et selon les talmudistes, c'est donc au nom de Jéhovah, qui se trouve dans le Saint des Saints, selon eux, d'accord, que Jésus accomplit des miracles. En fait, c'est grâce c'est comme si Jésus avait volé une partie du judaïsme pour pouvoir expliquer le fait qu'il fit des miracles. Et selon le rite maçonnique d'ailleurs, la parole perdue qu'il convient de retrouver n'est d'autre que celle de Jéhovah. Aussi, l'enseignement dans les loges maçonniques comporte 3 périodes bien distinctes. On a la période judaïque, on a la période religieuse et on a la période philosophique. On s'arrête juste brièvement sur la période judaïque. La période judaïque touche les 16 premiers degrés. On n'y suit que le développement de la race de Sem. Tout y est oriental, c'est Jérusalem et son temple qui est enseigné. Tous les mots de passe sont en hébreu et les signes représentant les lettres de l'alphabet sont de l'alphabet hébraïque. Poursuivons l'analyse. Tous ces nombreux indices portent à croire la thèse de Paul Coppin-Albancelli, qui avait compris que la franc-maçonnerie était une secte usurpatrice de sociétés ancrées anciennes, comme le compagnonnage. Une secte mise au service des intérêts judaïques. Il existerait, selon lui, un pouvoir occulte au-dessus de la franc-maçonnerie publique. Et il alla plus loin, il existerait aussi, selon lui, un pouvoir occulte au-dessus de l'anglicanisme fondé par les rabbins. On commence à toucher un certain but. Car en réalité, déjà via la réforme protestante, le pasteur se rapproche du rabbin. Il est devenu fonctionnaire comme le rabbin, il ne guide pas vers la transcendance comme le rabbin, il gagne en pouvoir comme les rabbins, qui sont, nous l'avons vu encore avec le livre de Flavien Brenier, les véritables chefs du Talmud. Après la réforme, c'est-à-dire au XVe siècle, dans ces eaux-là, la présence des marranes en terre anglaise commence à se montrer de plus en plus indispensable, malgré le fait que les Juifs n'ont pas le droit encore de rentrer en Angleterre, depuis le XIIIe siècle. Mais avec Cromwell, on va passer à une étape supplémentaire. Cromwell, dont la tournure d'esprit embrassait la pensée juive, avec lui la communauté judéenne va s'accaparer les postes importants au sein de la City. Et plus tard, ce même Cromwell, en accord avec le rabbin Ben Israël, va se mettre à autoriser le retour des Juifs en terre anglaise. Une véritable alliance idéologique va se créer, le judéo-anglo-protestantisme au service de la City. À cette époque, fin XVIIe siècle donc, bon nombre d'Anglais croient que le peuple britannique est relié aux 10 tribus perdues d'Israël. L'alliance s'est solidifiée, elle a perduré et perdure encore. Il ne faut pas croire que ce sont des cas isolés ici. C'est bien une tournure d'esprit, une pensée générale et populaire. Donc à la vue de tous ces éléments, ce serait une réflexion usurpatrice que d'affirmer que la franc-maçonnerie, quelques 100 ans plus tard, serait exclusivement anglaise. Si l'Angleterre était déjà soumise au pouvoir juif, c'est juste une façon de déléguer. À la Révolution française,
Nous avons changé de paradigme, passant d'un roi lieutenant du Christ, faisant le lien entre le ciel et ses sujets, au profit d'un nouveau décalogue inspiré du noachisme, fruit du Talmud et de la franc-maçonnerie. Le peuple juif devenant en quelque sorte le peuple prêtre, celui qui mène à leur Dieu. Ou alors on peut appeler ça l'avant-garde de la République. Souvenez-vous de cette déclaration de Valls de mémoire. Excusez-moi si je me trompe. Les Jacobins tiennent leur nom de Jacob Frank Lebovitch de son vrai nom, juif faussement converti au catholicisme et dont le cousin Junius Frey était à l'avant-garde, encore une fois, des révolutionnaires comme tous les Jacobins reconnus et connus. Robespierre, Danton, Saint-Just. Rapidement, qu'est-ce que la pensée franquiste? Ce sont des doctrines kabbalistiques mêlées à l'esprit des Lumières, qui poussent vers le mal. Les loges maçonniques, comme le Grand Orient, les Frères Asiatiques ou les Chevaliers de la Vraie Lumière, sont imprégnés de cet esprit franquiste. Donc une bonne partie de la pensée de la Révolution française est d'inspiration talmudique. Concernant enfin l'affaire Dreyfus, faisons court et reportons-nous encore au livre de Flavien Brenier, Les Juifs et le Talmud. Car dans ce livre, une seule petite histoire révèle à elle seule l'implication des Juifs dans l'affaire Dreyfus. C'est l'histoire d'Henri Brouwer, un rabbin qui a trahi, entre guillemets, sa communauté aux yeux de cette dernière. Jules Meunier, un artisan doué, mit au point un fusil léger et à la rapidité de tir inédite. De façon moralement discutable, il voulut vendre ce fusil 200 000 francs à Dreyfus, qui était à ce moment-là empêtré dans son affaire. En fait, c'était du gagnant-gagnant. Meunier touchait une grosse somme d'argent facilement et en même temps rencontrait une personne influente qui lui permettrait de diffuser son fusil. Et Dreyfus se refaisait une virginité nationale en offrant à la France une technologie haut de gamme, le faisant passer pour un patriote, puisque l'on doutait de cela au creux de l'affaire. Pour ce faire donc, Meunier offrit 50 000 francs au rabbin Brouwer pour qu'il le mît en contact avec Dreyfus. Cependant, incroyable tour de passe-passe de l'histoire, Brouwer, le rabbin, demeurait anti-Dreyfusard et refusa. Qu'arriva-t-il, pensez-vous? Eh bien, vous le savez si vous avez écouté les Juifs et le Talmud, mais nous allons vous le redire. En 1901, le grand rabbin de France s'attaqua à Brouwer. La communauté juive lui fit tout subir. Perte de son titre de rabbin, chassé de la synagogue, de sa maison, séparé de sa femme, humilié sur la place publique devant la synagogue de Tours. On l'insultait et on balançait des phrases comme quoi il avait mangé du porc. Il a été dépouillé de ses biens. Des Juifs le cambriolèrent et lui volèrent son argent, 14 500 francs. Tout cela choqua beaucoup de personnes en France. Et 10 ans plus tard, oui, il a fallu 10 ans. 10 ans plus tard, le baron de Rothschild, président du consistoire israélite de France, et le consistoire lui-même d'ailleurs, furent condamnés. En conclusion, et au regard de la Révolution française et de l'affaire Dreyfus, prenons un envol et terminons là-dessus. En conclusion, si les Judéens sont les grands bénéficiaires de la Révolution française et de l'affaire Dreyfus, c'est parce qu'ils sont les seuls dorénavant à obéir à une marche à suivre, à se tenir à un projet. Ils sont les seuls à avoir des idées long-termistes, des visées long-termistes. C'est ce que Dounik n'avait pas compris. La Révolution française a instauré une sorte de xénocratie, où le tout sauf français règne depuis plus de 200 ans. Et les Juifs en bénéficient évidemment. Pas besoin de vous décrire la société française actuelle. Quant à l'affaire Dreyfus, ce fut un formidable accélérateur à la mainmise des Juifs grâce au concept d'antisémitisme né à cette époque. Car après l'affaire Dreyfus, toute critique contre les Juifs se voit taxée d'antisémitisme, c'est-à-dire accolée à des thèses racialistes.
on ne peut plus critiquer le juif parce qu'en fait on le critique en tant que juif et non plus sur ce qu'il fait. Évidemment, les élites juives utilisent et utiliseront l'antisémitisme à l'envi, balayant ainsi du revers de la main toutes les mauvaises choses qu'ils font, et donc toute critique anti-judaïque ou anti-talmudique, ou même toute analyse marxiste portant sur la bourgeoisie juive opérante. Ça a servi à ça, l'affaire Dreyfus, à détourner la critique des juifs, une critique construite sur ce qu'ils faisaient de mal, et à travers l'antisémitisme, on va la tourner vers une critique racialiste sur ce qu'ils sont. Et donc, on ne peut plus les critiquer sans être taxé d'antisémites. Finalement, pour se dresser et pour faire face à la pensée dominante talmudique actuelle, la République ou la nation s'avère totalement inefficace. Et même si nous sommes d'obédience nationaliste, c'est là d'ailleurs que l'on voit les limites de la nation en tant que concept. Seul donc un autre projet long-termiste concurrent pourra se montrer salvateur. Et le seul qui existe et qui peut s'y opposer, c'est le catholicisme. Que jamais ne sorte de France la gloire qui s'y est arrêtée. Abonnez-vous, activez la cloche, aimez-nous, mettez des pouces. Quando a vos alza a clamor, desturse de su